Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui dans ce site merveilleux. J'ai l'immense plaisir de vous accompagner toute cette journée pour un grand voyage dans le futur. Vous y attendez pas. Alors, je vais vous demander un exercice tout particulier. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous venez de monter dans une navette spatiale qui va vous conduire vers l'au-delà. Cette navette n'utilise pas un carburant conventionnel puisque nous ne pouvons plus utiliser des énergies polluantes. Ce carburant très puissant s'appelle la conscience et l'imaginaire collectif. Cette énergie existe dans nos territoires. Vous êtes tous attachés. Accrochez-vous car le décollage va être très brutal. Je sais, nous n'avons pas eu le temps d'exercer votre corps à l'extraction de la gravité terrestre. Mais vous le savez, la Terre brûle et nous n'avons plus le choix. Alors maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes arrivés. Je vous rassure, je ne m'appelle pas Elon Musk et nous ne sommes pas sur Mars. Je me présente, je m'appelle Jean-Marc Lacombe et nous sommes à Carmaux, sur une terre ô combien symbolique. Nous sommes sur une terre qui porte un passé où l'on a demandé aux humains de ce territoire d'arracher la roche noire pour produire de l'énergie afin de devenir une puissance économique incontournable. Mais voilà, le précieux n'était plus rentable. Il a fallu arrêter et trouver une autre issue. Le choix fut porté sur la jeunesse, sur la culture, sur l'attractivité. C'est une sacrée et courageuse transformation territoriale. Certes, ce fut compliqué, car il n'était pas question d'oublier l'histoire, d'oublier les combats sociaux, d'oublier Jaurès. Mais le charbon n'est plus, et il fallait une nouvelle vie pour ce territoire. Vous avez compris que cette journée allait être consacrée au débat de la transformation de nos territoires face à l'immense défi dû au réchauffement climatique, à la destruction de la biodiversité, à la pollution. Cette journée, nous la devons à deux organismes ou organisations. La première, c'est le forum Le Monde Nouveau. Ce forum, dont la première édition a eu lieu en 2019, a été initié par Madame Marie-France Marchand-Bailey, ici présente. Elle est là et elle va tout à l'heure nous expliquer son engagement. Les seconds, parce qu'ils sont un consortium, sont l'association Leader Tarn, très active. L'association Leader Tarn, dont vous entendrez ce soir son président, Freddy Ficarin, et ainsi que le groupement d'associations Leader Occitanie, dont le président Julien Féjat nous parlera en visio. Il sera là d'ailleurs dès la première table ronde. Je ne manquerai pas de citer d'autres partenaires très importants, vous les verrez tout à l'heure affichés sur votre écran. Et c'est important de les souligner parce que sans eux, cette journée aurait été très difficile à organiser. La région Occitanie, dont nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui la vice-présidente en charge de la culture, Madame Claire Fita, qui sera représentante de Carole Delga. Ça tombe bien qu'elle soit la représentante de la culture, parce que la culture, c'est un volet de notre projet. La culture, c'est la source de l'innovation et vous l'avez compris, on va devoir réinventer notre monde, on va devoir travailler l'innovation. Il va y avoir des représentants du département du Tarn, donc c'est Eva Géraud qui va représenter Christophe Ramon, président de ce département. Elle nous parlera également de l'engagement de ce département. Je tiens également à souligner l'importance de toutes les entreprises et associations citoyennes qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Ils sont nombreux. Je demande
Je leur demande de m'excuser si je ne les cite pas tous, mais j'essaierai à la fin vraiment de tous les citer parce que leur travail et leur soutien étaient très précieux. Alors je vais essayer de vous commenter rapidement le déroulement de cette journée tant attendue. Elle sera riche d'annonces, riche de découvertes. Nous allons dans la matinée écouter l'engagement de Marie-France Marchand-Baillet. Nous aurons une conférence de Camille Parmesan, prix Nobel de la paix, qui nous sera présentée par Jean Caxuc, président du CCRDT. Et je ne manquerai pas de souligner l'importance aussi de la recherche. Il nous en parlera. J'animerai donc la première table ronde sur le thème, pas un petit thème, accompagner les transformations sociétales. Je vais vous montrer une petite illustration tout à l'heure. Il sera alors vers 12h30 et peut-être un peu plus. Et puis après un bon repas que vous prendrez soit ici, en fonction si vous êtes inscrit ou pas, soit vous pourrez bénéficier des infrastructures extérieures qui sont extraordinaires. Voilà. À 14h, c'est France Gerba-Médal qui me relaiera et qui animera la deuxième table ronde dont le sujet c'est territoire et engagement entrepreneurial. Là aussi, ce n'est pas un petit sujet. Vers 16h démarrera alors la troisième table ronde, territoire et engagement citoyen. Mais vous aurez entre toutes ces tables rondes des témoignages remarquables, une visioconférence avec le Maroc sur des actions citoyennes et entrepreneuriales. Vous aurez des lectures remarquables parce que des femmes se sont réunies pour nous écrire des belles choses sur cette transformation de notre monde. Mais je n'en dis pas plus, je les présenterai tout à l'heure. Voilà. Ce qui est important, c'est que nous allons aujourd'hui rencontrer les plus grands experts, les plus grands scientifiques, et j'allais dire, pour moi, ce sont les plus grands artistes de ce monde pour créer ce monde nouveau. Voilà. Ça se passe ici, ça se passe à Carmaux, ça se passe sur un territoire rural. Je vais demander à Madame Eva Géraud, qui représente Christophe Ramon, de venir ici nous présenter le département et ses actions sur la transformation territoriale. On applaudit Eva Géraud. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre introduction. Vous l'avez dit tout à l'heure, au cœur du pays minier du Tarn, Leader Tarn souhaite organiser ce colloque des territoires pour interroger et réfléchir collectivement sur les transformations sociétales du XXIe siècle, pour mieux comprendre l'impact sociétal du réchauffement climatique, agir en conséquence et faire société. Comment s'y adapter ? Comment le Tarn peut-il en tirer profit ? Quels atouts le Tarn doit-il mettre en avant pour allier développement économique et développement durable ? Vous l'avez dit tout à l'heure, la symbolique très forte du lieu. Aujourd'hui, on vous reçoit à Cap Découverte, ancienne carrière minière réhabilitée en un lieu de loisirs et de culture dans l'ancienne circonscription de Jean Jaurès, père de la loi sur les coopératives de production. Des personnes éminentes invitées qui vont certainement nous éclairer sur ce que l'on pourrait faire ensemble demain. Le département veut être acteur de cette transition durable. Au département du Tarn, nous refusons la fatalité. Nous engageons donc toutes nos politiques publiques avec le filtre du développement durable et notamment avec la grille de lecture des 17 objectifs de développement durable inscrits dans l'agenda 2030 de l'ONU. Le livre blanc Tarn 2030 va dans ses orientations avec les 17 ODD. Nous souhaitons tendre vers la neutralité carbone, une société plus inclusive, une alimentation plus saine,
une meilleure éducation, une démocratie plus participative, des objectifs déjà inscrits dans nos actions, quelles que soient les compétences départementales, dans un esprit d'initiative avec une méthode collaborative et des forces vives du Tarn. Le département du Tarn se donne les moyens d'agir pour mettre en place une orientation stratégique de développement durable. Le livre blanc Tarn 2030, élaboré en 2019 en co-construction avec les Tarnais, a vocation à converger avec l'agenda 2030 et les 17 ODD. Ainsi, les politiques publiques sont questionnées sur les enjeux forts répertoriés derrière les 17 ODD, à visée sociale, économique et environnementale. Le département du Tarn se veut être un pilote, un partenaire et un accompagnateur sur les territoires tarnais. Les collectivités territoriales, entreprises, associations, citoyens, il nous reste 8 ans pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. Les années 2020 sont la décennie de l'action. Le département du Tarn l'a bien compris et s'inscrit dans la dynamique collective dans l'atteinte des 17 ODD. Depuis 2020, le suivi et le pilotage des schémas, projets et plans départementaux intègrent une lecture systématique des ODD. En voici quelques exemples concrets. Objectif 1. Pas de pauvreté. Le cœur du réacteur de l'action départementale, le RSA, revenu de la solidarité active, l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, le PCH, prestation compensatoire du handicap, PMI, protection maternelle infantile. Je ne vais pas toutes les citer. Objectif 3. Bonne santé et bien-être. Lutte contre les perturbateurs endocriniens. Nous sommes le premier département de France à avoir signé une charte pour lutter contre les perturbateurs endocriniens avec le réseau Environnement Santé. Ma crèche sans perturbateurs endocriniens. Nous avons construit un collège à énergie positive et sans perturbateurs endocriniens. Le plan Tarn Santé, le soutien au sport santé. Objectif 6, l'eau propre et assainissement. Soutien et participation à la SATES, contrat de progrès 2019-2024, avec l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, schéma départemental d'alimentation en eau potable. Objectif 7, énergie propre, d'un coût soutenable. Nous installons du photovoltaïque sur tous les toits de nos collèges et bâtiments. Le collège Thomas Pesquet, je le disais tout à l'heure, est un collège à énergie positive qui vient d'ouvrir ses portes à la rentrée de cette année. Et également a été construit en veillant à ce que les matériaux soient sans perturbateurs endocriniens. Le plan Tarn ENR, qui rassemble tous les acteurs tarnais et régionaux intervenant sur les questions d'énergie. Le désenclavement des territoires, avec l'objectif 9, l'industrie, l'infrastructure et l'innovation, le plan départemental hydrogène, le plan Tarn à vélo dans le cadre des mobilités, l'objectif 15, vie terrestre, avec le schéma des espaces naturels sensibles, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Nous avons, je crois, plus d'une trentaine d'espaces naturels sensibles dans le département du Tarn. Ici, sur le site de Cap Découverte, qui est un site naturel également, est attaché au respect de l'espace. Le département du Tarn est conscient des enjeux urgents du développement durable. Le département du Tarn participe à l'amélioration du cadre de vie des Tarnais. Ainsi, le département du Tarn, de relance de 550 millions d'euros pour les 6 prochaines années, s'inscrit dans cette logique. Donc, croyez bien que nous serons bien sûr dans ce débat d'idées, dans l'action, et nous le sommes déjà depuis 2019. Merci. Merci. Alors, peut-être je rajouterai un petit mot. Voilà, parce que j'y tiens en ma qualité de vice-présidente en charge de la citoyenneté. Nous avons ouvert pour la première fois un budget participatif avec une enveloppe d'1 million d'euros
Et nous appelons tous les porteurs de projets en développement durable, par exemple, mais pas que, social, culturel, sportif, éducatif, sociétal, à déposer, s'ils ont une idée géniale, sur la plateforme du département, budget participatif, et le département financera ce projet sur la partie investissement à hauteur de 80% du projet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées géniales dans le cadre de notre colloque d'aujourd'hui, eh bien, allez-y. Merci. Bravo. Merci. Merci Eva Géraud. Et effectivement, très important, bravo pour ce magnifique concours. Je vais maintenant demander à Claire Fita, qui est vice-présidente de la région Occitanie en charge de la culture, de venir, et nous l'applaudissons. Merci. Merci beaucoup. Madame la présidente de la Fondation La Dépêche, chère Marie-France, monsieur le président de Leader Tarn, cher Freddy, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Eva, mesdames et messieurs les élus, chers invités, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la région Occitanie. C'est vrai que je vous prie de bien vouloir excuser ma présidente, Carole Delga, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui est très attachée aux travaux qui sont menés et qui vont être menés ici et qui m'a demandé de vous saluer chaleureusement et très amicalement. Je voudrais commencer mon propos par des sincères remerciements. Madame la Présidente, chère Marie-France, à l'initiative du Monde Nouveau, cet engagement, votre engagement avec vos équipes, la mobilisation que vous avez réussi à organiser, orchestrer il y a quelques semaines à Montpellier, où bien sûr ma présidente était présente, aujourd'hui encore, et de même bien entendu avec les élus, les scientifiques, cette diversité de mobilisation que vous permettez sincèrement. Merci pour la région Occitanie, pour le département du Tarn, bien entendu, mais au-delà, pour nos générations futures et surtout pour le travail que je sais vous et nous menons au quotidien. Merci beaucoup. Cher Freddy, leader Tarn, donc organisateur de cette manifestation aujourd'hui, merci beaucoup là aussi pour ton engagement et celle de ton équipe, en particulier dans le département du Tarn. Cette journée en est la preuve, mais elle est voilà, issue d'un programme dense et pensée d'ailleurs en concertation avec un grand nombre d'acteurs tarnais du monde de l'entreprise. Et cette émulation est importante, bien entendu, pour notre territoire et surtout pour contribuer à notre réflexion. Je voudrais remercier les invités prestigieux qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur que de vous avoir et tout à l'heure, bien sûr, de vous entendre pour pouvoir là aussi partager nos réflexions. Je voudrais aussi, parce que je sais qu'il a été un acteur important de l'organisation de cette journée, remercier Jean Tadzuc, qui est le président de notre comité consultatif régional pour la recherche et le développement durable. Le travail que tu mènes, Jean, pour nous, au sein de la région Occitanie, est précieux. Et encore aujourd'hui, bien sûr, tu es là. Et la dernière chose, mais la plus importante, c'est bien sûr vous remercier sur le choix du thème. Le choix du thème, l'engagement citoyen face aux défis économiques et sociétaux. La région Occitanie est très attachée et travaille avec vous, bien sûr, sur ces questions. Et pour être rapide, mais quand même, je voudrais vous donner, voilà, quelle est notre ambition, quelle est notre feuille de route et peut-être aussi rapidement, quelle est la méthode que nous avons choisie, que ma présidente Carole Delga et sa majorité a choisie depuis le début du mandat précédent et bien entendu encore renouvelée au début de ce nouveau mandat qui s'ouvre. L'ambition que nous avons, c'est que nous soyons une région climactive. Le défi climatique que nous devons absolument relever, eh bien, la région doit prendre sa part et elle la prend depuis maintenant de nombreuses années en étant même, je pense, précurseur sur un certain nombre de points. Et nous avons décidé déjà il y a plusieurs années d'être la première région à énergie positive d'ici 2050. Et oui, grâce à vous, grâce au travail que nous menons collectivement, nous sommes convaincus que nous allons y arriver.
diminution des consommations bien sûr d'énergie, multiplication de nos énergies renouvelables. Nous sommes dans le Tarn, je ne peux bien sûr ne pas évoquer l'incontournable hydrogène sur lequel nous avons déjà, depuis plus de 4 ans, amorcé un plan hydrogène, premier plan hydrogène en France. Aujourd'hui, on entend qu'en effet, il y a un relais national sur cet enjeu et nous en sommes ravis parce que nous en avons besoin. Je ne vais pas vous citer tous les chantiers en termes d'énergie renouvelable, mais quand même peut-être sur l'hydrogène, le train bien sûr à hydrogène. Et je vois sur les énergies renouvelables le président de Trifil qui est présent parmi nous, cher Daniel, qui contribue aussi largement à ces travaux avec une ambition. Mais là, elle est plus que régionale, elle est nationale avec le projet que tu portes, Daniel, et qui est très important pour nous. Le train à hydrogène, les bus à hydrogène, les autocars. Nous sommes une région rurale, avec donc bien sûr le train, le ferroviaire, qui est une priorité pour nous, mais le bus fait partie des transports collectifs majeurs pour pouvoir irriguer l'ensemble de notre territoire. Et nous sommes aussi, bien sûr, c'est cette logique d'autocars à hydrogène. C'est bien sûr de grands chantiers, mais la région Occitanie, elle est aussi très attachée à changer et accompagner le changement du quotidien de nos concitoyens. Du quotidien de nos concitoyens, d'ailleurs, avec tous nos partenaires et le département du Tarn en particulier. Je vais prendre un exemple. Nous avons choisi de créer le service public de la rénovation énergétique pour chacun de nos concitoyens. Nos concitoyens ont besoin de, bien sûr, diminuer leur consommation d'énergie, augmenter leur pouvoir d'achat et donc contribuer à cette réduction des consommations d'énergie. Les bâtiments représentent plus de la moitié de notre consommation d'énergie. Donc ce service public auquel nous tenons pour pouvoir donner un guichet unique des multiples aides qui peuvent exister, bien sûr la région en a, mais aussi d'autres organismes, l'État, le conseil départemental ont aussi des aides à apporter à nos concitoyens pour pouvoir rendre possible cette rénovation énergétique. Et dans chaque département, parce que la proximité fait partie aussi de notre ADN, nous avons choisi des solutions qui peuvent être à géométrie variable. Et dans le département du Tarn, vous avez peut-être vu ces belles affiches en ce moment d'un Tarn Rénove Occitanie. Eh bien, c'est un numéro unique. C'est un accompagnement individuel pour chacun de nos concitoyens dans leur ambition de rénovation énergétique parce que l'action de tous est importante. Et j'en viens pour conclure peut-être parce que c'est au cœur du débat aujourd'hui sur la méthode que nous avons choisie. Et bien sûr que l'engagement citoyen est au cœur de la méthode que nous déployons depuis maintenant plusieurs années. Cet engagement citoyen, nous y avons travaillé parce que c'est complexe selon les dimensions, selon les politiques. Eh bien, il faut utiliser sans doute des outils différents. Et nous avons besoin d'outiller la décision publique, notre démocratie, dans cette participation citoyenne. Donc oui, c'est l'ADN de notre région Occitanie. Vous savez que nous avons choisi le nom de notre région par un vote, mais au-delà, l'année dernière, nous avons réuni une convention citoyenne régionale où l'ensemble des préconisations ont été intégrées dans notre pacte vert, première région aussi à porter donc dans la génération européenne de Green New Deal et que nous avons traduit en bon français, je ne vais pas vous faire la traduction en occitan, en catalan, mais le cœur y est, donc de pacte vert pour déployer cette ambition de région à énergie positive d'ici 2050. Donc la participation citoyenne, budget participatif aussi depuis plusieurs années, des comités de consultatifs sur des thèmes comme le transport, sur aussi l'aménagement du territoire avec nos élus qui sont des acteurs importants, avec une assemblée des territoires que nous déployons pour co-construire nos politiques, bien entendu sur le domaine culturel, mais je ne pourrais pas commencer le chapitre culturel parce que je prendrais trop de temps au vu de ma délégation et vous comprenez mon attachement. C'est merveilleux quand même. Alors je réitérerai ultérieurement. Mais pour conclure, vous l'avez compris, la région Occitanie est fière d'être à vos côtés aujourd'hui, attentive aux travaux que vous allez mener aujourd'hui et surtout que je sais que vous allez poursuivre. Et je reprendrai cette phrase de Jean Jaurès, nous sommes à Carmaux, il nous disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur de leur accomplissement, mais elle justifie
l'invincible espoir. Aujourd'hui, cette grande tâche, ce défi climatique, démocratique, eh bien, nous en avons conscience. Nous ne pouvons plus accepter la lenteur de son accomplissement. Donc nous sommes dans cette urgence, dans cette accélération indispensable. Mais il aura toujours raison, Jean Jaurès. Notre mobilisation justifie l'invincible espoir. Merci beaucoup à tous et à toutes et à tous et bons travaux. Merci beaucoup Claire Fita pour ce discours. Maintenant, nous allons passer à une chose assez culturelle. Il a été remarqué que depuis la pandémie, la parole était devenue de plus en plus masculine. Alors, des femmes se sont regroupées pour écrire le monde de demain. Elles vont venir ici, je vais appeler... Elles ont créé un mouvement qui s'appelle Sororistas, qui est très important. Il y a un livre qui est sorti et je vais demander à Sarah Neumann et Anne Dequecker-Carmon de venir ici sur scène. On les applaudit très fort. C'est allumé ? Ça marche ? Ravi de votre accueil. Merci beaucoup de ce chaleureux accueil. Alors, on va vous dire de quoi il s'agit, Sororistas. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'était au début du premier confinement, au printemps 2020. Très vite, les femmes semblaient s'effacer des écrans, des unes des journaux, du débat public autour du monde de demain. On ne les voyait plus, on ne les entendait plus. Alors, leur visibilité, notre visibilité, pouvait-elle si vite s'étioler au prétexte de la crise ? Nous sommes en guerre, ils nous ont dit. Et l'humanité se découvrait collectivement plus fragile, plus vulnérable qu'elle ne se l'était jamais figurée. Et le monde d'après, allait-il être pensé, dit et construit uniquement par les hommes ? Avec un petit H, je précise. Impossible, non. Le monde a besoin du regard des femmes, et nous allions leur donner une voix. Alors nous, c'est qui ? Au début, nous étions quatre femmes convaincues que pour construire une société plus juste, plus égalitaire, créative et inventive, il faut entendre ce que les femmes ont à dire, ce qu'elles pensent, ce qu'elles pressentent, ce qu'elles veulent vraiment. Et ainsi est né Sororistas. Donc porté par la profonde conviction qu'il faut changer le monde avec et pour les femmes, Sororistas a proposé aux femmes de la francophonie d'imaginer le monde de demain et d'exprimer leur propre scénario en l'écrivant et sous l'angle suivant. Nous sommes le 31 décembre 2030. Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à la fin de cette décennie, qui a débuté avec la pandémie Covid-19, impactant la Terre entière. À travers un récit libre, vous partagerez votre imaginaire, vos convictions, vos analyses. Vous racontez ce que vous avez vécu depuis le confinement 2020 et ce qu'est devenu le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire vivre quelques extraits de ces très très beaux textes que nous avons reçus, de vous faire vivre des bulles récréatives avec des lectures. Et puis nous allons commencer par le texte lauréat du concours Sororistas 2020. Je passe la parole à Anne. Texte lauréat du concours Sororistas, Covid contre Goliath, de Laura Carpentier-Gaufre. Mémé, Mémé, raconte-nous l'histoire de Padmiri, s'exclamèrent en chœur les bambines et les bambins, les yeux pétillants. Les enfants, bien sûr, connaissaient par cœur l'histoire de Padmiri, puisque la coutume voulait qu'on la raconte avec toute la communauté réunie à chaque solstice depuis la vraie révolution. Awashencourt, gardienne de la sagesse du clan, ne put résister à l'enthousiasme des petits et entama donc une nouvelle fois son récit. Il y a de cela bien longtemps, notre peuple était persécuté. Nous ignorions pourquoi les nôtres disparaissaient les unes et les uns après les autres. Tout ce que nous savions,
c'est que les sauvages sur 2 pattes faisaient régulièrement des rafles et semaient des pièges un peu partout dans la forêt. Notre population déclinait de lune en lune, de nuit en nuit. La peur était devenue l'air que nous respirions. Lorsque l'un ou l'une d'entre nous disparaissait, on disait que c'était de sa faute, qu'elle ou il n'aurait pas dû s'aventurer aussi près de la frontière du territoire des sur 2 pattes, qu'elle ou il s'était peut-être emparé d'une carapace trop chatoyante. Puis c'était la chape de plomb. On ne mentionnait plus jamais son nom. Nous semblions voués à disparaître, roulés en boule sur nous-mêmes, recroquevillés sur nos corps et nos esprits tremblotants, jusqu'à la naissance de Padméry. Padméry avait miraculeusement survécu à la disparition de sa mère, alors qu'elle était encore une toute petite bébé, emportée elle aussi par les impitoyables sur 2 pattes. En grandissant, elle avait développé une farouche aversion au fatalisme que tous les siens semblaient avoir inoculé sous l'épiderme. Elle refusait de se plier à la règle tacite qui imposait d'ensevelir les disparus sous le linceul du silence. On l'avait pourtant dûment réprimandée les premières fois, mais rien n'y avait fait. Certains allaient jusqu'à réclamer à corps et à cris son bannissement du clan. Fort heureusement, il se trouvait alors toujours quelque individu, épris de compassion pour la petite orpheline rebelle, prêt à défendre sa cause bec et ongle. Mais toutes et tous, finalement, étaient plus ou moins convaincus que Padméry n'était pas tout à fait saine d'esprit. Aussi, lorsqu'elle commença à amasser des pierres à l'entrée de sa tanière, personne n'y prêta vraiment attention. Jusqu'à ce qu'un soir de pleine lune, on l'aperçoive très affairée à transporter ses cailloux depuis son terrier jusqu'à la place centrale du bourg. Intrigués par ce drôle de manège, les premiers badauds s'approchèrent à pas de louve. Elle et il virent tout d'abord que Padméry avait disposé au sol les minéraux de façon à ce qu'ils dessinent un motif de spirale. Puis, en y regardant de plus près, elle et il comprirent un à un, une à une, de quoi il en retournait. Bien que pleinement conscients de la transgression dont l'orpheline se rendait coupable, elle et il ne parvenaient plus à détourner le regard. Sur chacune des roches composant le tourbillon, Padméry avait gravé le nom d'un ou d'une disparue. En son cœur, la première pierre portait le nom de sa mère, Taiopi. Les cristaux encastrés dans la roche scintillaient sous les reflets platinés d'une lune plantureuse. Passées l'hébétude des premiers instants, les larmes et les cris enfouis de tous ces deuils non faits inondèrent la nuit. La sinistre spirale avait balayé dans sa course le déni de survie qui engourdissait jusque-là l'esprit de toute la communauté. Notre peuple tint alors conseil. Il fut collectivement décidé que les noms des disparus ne seraient plus tus. Dorénavant, une cérémonie serait donnée en l'honneur de chaque victime. Leurs souvenirs seraient gravés dans la pierre, gardienne de la mémoire de la terre-mère, puis déposés dans le sanctuaire érigé par Padméry, qui fut alors rebaptisé la place de la roche qui déchire les chimères. Chaque citoyenne et citoyen de notre peuple suivrait désormais un entraînement intensif au camouflage. Des mesures éducatives seraient déployées pour que cesse le blâme des victimes. Padméry était convaincu que les choses allaient enfin changer. Merci Anne pour ces magnifiques textes, c'est extraordinairement beau. Merci, merci beaucoup. Sarah, je pense que tout à l'heure, vous pourrez nous dire où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique livre. Bon, je vous redonnerai le micro tout à l'heure.
Je vais demander maintenant à Marie-France Marchand-Bailey, qui est vice-présidente du groupe La Dépêche et à l'initiative surtout du forum Le Monde Nouveau et qui est partenaire de cette journée. Je vous demande de l'applaudir très fort. Merci. Madame la vice-présidente de la région, chère Claire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Eva, Monsieur le président de Leader Tarn, cher Freddy, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voulais commencer mon propos en disant que le monde nouveau était déjà là, puisque ce sont 3 femmes qui se succèdent à la tribune. Maintenant, je vais en ajouter 2 de plus, puisque les dames représentant Sororista se sont aussi exprimées. Donc, le monde nouveau est là. Et un peu pour répondre à ce qui vient d'être fait par les sororistas, je voudrais ajouter que dans cette région, le monde nouveau existe puisque c'est une femme, et quelle femme, qui est à la tête de cette région. Les Américains, il y a quelques années, avaient élu un président noir, ce qui était exceptionnel pour les États-Unis. Le monde ne s'y attendait pas. Mais que les Occitans aient élu une femme, c'était aussi un challenge particulier. Et je suis heureuse de saluer notre présidente bien-aimée. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin, et surtout dans ce lieu symbolique. Et je veux remercier particulièrement Freddy Figara de m'avoir invitée. Les valeurs de notre groupe ont toujours été en phase avec celles de Jean Jaurès, emblématique figure à La Dépêche, dans laquelle il a écrit chaque semaine pendant 27 années, et nous avons publié son dernier papier le jour même de son assassinat. Son héritage se ressent fortement ici, dans ces terres tarnaises, et particulièrement dans ce lieu de Cap Découverte qui est le prolongement de l'histoire de Carmaux. Laïcité, égalité, justice sociale, autant de valeurs qui sont celles de la République et les nôtres à La Dépêche, fondatrice. Si nous avons une longue histoire, puisque nous venons de fêter nos 151 ans, une histoire de présence au plus près de nos concitoyens, nous demeurons un journal de proximité qui évolue au rythme des enjeux qui sont ceux de notre présent. Je veux bien entendu parler ici des défis environnementaux. L'été qui vient de s'achever fut l'été carbone, celui de toutes les alertes. Ici, en Occitanie, dans le Gard, il y a quelques semaines, avec des inondations ravageuses, des incendies destructeurs dans l'Aude, dans l'Hérault, canicules, méga-feux, inondations, tempêtes, les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Asie, Europe continentale, bassin méditerranéen, Amérique du Nord, Afrique, aucune nation n'est à l'abri, ni aucun continent, à l'écart des impacts du dérèglement dévastateur pour la biodiversité. 60% de la biodiversité a disparu en 50 ans. Et pour la vie humaine. Le constat est flagrant et il n'est plus aucune voie responsable pour contester la réalité du changement climatique, ni la part décisive de l'activité humaine dans son aggravation. Dans son 6e rapport publié cet été, le GIEC, et je suis heureuse de saluer Madame Parmesan qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, le GIEC la juge sans équivoque et alerte une fois de plus sur le point de bascule. Plus nous dépasserons les 1,5 inscrits dans l'accord de Paris de 2015, plus notre avenir sera imprévisible et les menaces importantes. Or, l'ONU vient de déclarer qu'en l'état actuel, si rien ne change, c'est vers 2,7 degrés que nous nous acheminons pour la fin du siècle. Les experts du GIEC nous disent autre chose. Ils nous disent, si on réduisait fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, on en verrait les bénéfices dans 10 ou 20 ans. Quel monde souhaitons-nous offrir à nos enfants? Il n'y a plus de temps à perdre, ni d'excuses à trouver pour agir, c'est maintenant. Pour s'en convaincre un peu plus, lisons des extraits du document publié par le World Meteorological Organization, un observatoire qui dépend des Nations Unies et qui a publié le 31 août dernier. Sa lecture est accablante et éclairante. On y apprend que depuis un demi-siècle,
11 000 catastrophes naturelles ont eu lieu dans le monde en 50 ans, 5 fois plus qu'auparavant, dont le bilan humain représente 2 millions de victimes. Et l'impact financier est estimé à plus de 3,6 trillions de dollars de pertes matérielles. C'est 168 fois le PIB des États-Unis. Dans ce rapport, on lit aussi que si les États disposent aujourd'hui de réponses qui n'existaient pas il y a 50 ans pour protéger les personnes, les 10 catastrophes les plus dévastatrices au cours de cette période se sont déroulées au XXIe siècle. Pire, les 5 plus graves sont survenues depuis 2010 et durant le seul été 2021, 1398 personnes ont perdu la vie à cause d'événements climatiques extrêmes. La responsabilité et l'exemplarité de l'Union européenne sont essentielles pour que les plus hauts standards vers la neutralité carbone prévalent dans le monde entier. Le Green Deal voulu par la Commission est un levier majeur pour notre continent et pour le monde. À l'échelle nationale, il faut agir également, c'est accomplir une transformation tout à la fois écologique et économique, environnementale et sociétale. Pour être positive et populaire, la transition doit avoir le goût des projets plutôt que des procédures et faire des entreprises, de l'État, des collectivités locales et des citoyens des partenaires plutôt que des adversaires. Pour la reconquête et la résilience du pays après le choc de la pandémie, la transition est une opportunité magnifique et mobilisatrice. Agir à l'échelle territoriale, c'est déjà le cas. Nous le voyons en Occitanie. Claire l'a largement développé, je n'y reviendrai pas, mais le développement de l'hydrogène d'une part et la riche collectivité de nos chercheurs, nous avons une chance inouïe dans cette région, nous avons un collectif de chercheurs dans nos universités, dans nos centres de recherche extraordinaires qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Et ils y travaillent inlassablement et c'est une vraie chance pour l'Occitanie. Écomobilité, efficacité énergétique, gestion durable des ressources, les investissements et les aménagements ne manquent pas, les chantiers non plus. Tous les leviers doivent être mobilisés. France Relance et le futur plan sur l'innovation et les industries du futur doivent être co-élaborés avec les collectivités et non reposer sur je ne sais quel ruissellement. La commande publique doit être durable et donner le primat à la qualité et à l'environnement. Elle doit être un levier majeur, mesdames et messieurs les élus. Les synergies entre collectivités doivent prévaloir, car face à l'urgence climatique, il faut faire Pâques, comme on dit ici, au pays du rugby, où nous sommes habitués à travailler ensemble. C'est notre responsabilité sociale et sociétale, à chacun d'entre nous, de participer pour permettre aux générations futures, nos enfants et petits-enfants, de vivre dans un environnement apaisé et harmonieux. Le Monde Nouveau, forum annuel que nous avons initié en 2019, a pour but d'éduquer, de faire découvrir, de donner des clés de compréhension à nos concitoyens afin que chacun s'empare du sujet. Il rassemble des scientifiques, des universitaires, des élus, des entrepreneurs, des responsables associatifs pour 4 journées de réflexion et d'action à Montpellier. Nous avons décidé de déployer son action en journées thématiques dans les départements pour être au plus près des populations. C'est notre rôle de quotidien régional de porter l'information au plus près sur ce sujet majeur et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être associés à vos journées aujourd'hui. C'est à partir des citoyens et depuis les territoires que les transformations profondes et indispensables se feront. Le chemin est ardu, long, mais il convient de faire face à l'urgence. Les élus doivent s'engager fortement pour guider leurs concitoyens. C'est ce que certains ont déjà fait symboliquement en signant le manifeste des élus engagés lors du forum de Montpellier que nous leur avons proposé et que nous allons développer. Et je suis heureuse d'en féliciter et d'en remercier Carole Delga, présidente de la région, et Christophe Ramon, le président du conseil départemental 81, car ils ont été spontanément parmi les premiers signataires. Et le président du CD 81 que vous représentez, Eva, m'a dit combien il était attaché à tout cela et combien il souhaitait que nous organisions dans le Tarn une journée justement sur l'hydrogène et sur tout ce qui s'y fait. Et je suis contente de saluer le patron de Trifil parce qu'il m'a notamment parlé de Trifil. Et je pense que nous reviendrons pour faire une journée de mise en lumière de tout ce qui se fait dans le Tarn à ce sujet.
Plus que jamais, les élus doivent entraîner et guider, montrer le chemin. C'est très important que dans chaque village, dans chaque département, les élus soient à la manœuvre pour dire combien la transition écologique est absolument indispensable et urgente. L'action pour la transformation environnementale passe par une mobilisation générale. Lorsque je vous vois tous ici réunis, je me dis qu'il me semble qu'elle a déjà commencé. Elle exigera une détermination sans faille, mais également de la bienveillance, de l'écoute, de remettre du lien social dans la société pour y créer une nouvelle citoyenneté dans un monde de fraternité dont nous avons tous tant besoin. Nous le devons à nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marie-France Marchand-Baillet. Vous venez de nous faire une description qui donne un effet assez paradoxal, c'est que ça nous donne les frissons, alors que le monde brûle. Merci pour ce discours très concret qui pose le débat que nous allons avoir maintenant. Et d'ailleurs, j'ai l'immense privilège et l'immense plaisir de démarrer la première conférence. Cette conférence, c'est sur l'urgence climatique, réponse sociétale, c'est comment va le climat. Bon, pour ça, pour cette première conférence, je vais demander à deux personnes extraordinaires de monter sur scène. C'est Jean Caxux et Camille Parmesan. Alors, je les présente. Jean Caxux est le président du Conseil consultatif régional pour la recherche et le développement technologique, le CCRRDT, et Camille Parmesan, qui est une chercheuse écologue et qui partage le prix Nobel de la paix. Faites bien la relation, c'est une chercheuse écologue et qui a été reconnue et récompensée par le plus prestigieux prix Nobel de la paix. On va voir pourquoi il y a peut-être une relation entre l'écologie et la paix. Au titre du membre du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui pour cette merveilleuse présentation. Je vais juste préciser une petite chose technique. Vous avez tous dû sans doute avoir des appareils. Camille est américaine. Elle nous fait l'immense privilège d'être ici à Carmaux. Elle habite en France parce qu'effectivement, elle a compris que Trump n'était pas tout à fait en phase avec les travaux qu'elle réalise. Elle nous en parlera un peu plus tard. Donc, vous êtes sur le canal 1, parce qu'elle parle en américain. Si vous connaissez bien l'américain, il y en a ici, il n'y a aucun problème. Elle parle très doucement, il n'y a aucun souci. Jean, vous allez nous faire la présentation de Camille, juste 2 petites secondes.